Bienvenue dans ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous montre un dirigeant politique qui pendant 42 ans a incarné à lui tout seul un pays. Le colonel Kadhafi a régné sans partage sur la Libye de 1969 à 2011, avec ses habits folkloriques, son rêve d'union des pays arabes, mais aussi sa dictature et sa contribution active au terrorisme mondial. Les printemps arabes ont emporté le régime de Kadhafi au terme de 8 mois de guerre, et la mort du guide libyen a fait retomber le pays dans l'oubli, jusqu'à ce que le monde se réveille, alerté par la déliquescence d'une Libye morcelée, minée par les milices islamistes dont Daesh. La Libye, un pays devenu point de passage entre l'Afrique et l'Europe dans la crise des migrants. Alors comment en est-on arrivé à un tel chaos? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. La Libye se situe en Afrique du Nord, en bordure de la Méditerranée. Elle a pour voisins la Tunisie et l'Algérie à l'ouest, le Niger et le Tchad au sud, le Soudan et l'Égypte à l'est. C'est le quatrième plus grand pays du continent africain, avec une superficie d'environ 1,8 million de kilomètres carrés, soit plus de 3 fois la France. Le pays compte 6,7 millions d'habitants. La population libyenne est presque totalement arabe et musulmane sunnite et reste très structurée par des liens tribaux. On compte d'importantes minorités, les Berbères dans le Djebel Nefoussa, les Toubous à la frontière avec le Tchad et le Niger, les Touaregs à la frontière avec l'Algérie et le Niger. À cela s'ajoute une main-d'œuvre étrangère, représentant 12% de la population libyenne, venue depuis les années 60 travailler dans le secteur pétrolier. La quasi-totalité de la population vit le long du littoral méditerranéen, car plus de 90% du territoire libyen est désertique, mais il est riche en hydrocarbures. En Afrique, ce sont les premières réserves prouvées de pétrole et les quatrièmes de gaz. Ces réserves pétrolières sont concentrées à 70% dans le bassin de Sirte, notamment dans le champ de Dara. Ces réserves sont évacuées via les 4 principaux terminaux pétroliers le long du golfe de Sirte, qui forment ce que l'on appelle le croissant pétrolier. Le pétrole est la ressource principale du pays sur laquelle s'appuie l'économie libyenne. La Libye est un État récent. Après avoir fait partie de l'Empire ottoman durant plus de 4 siècles, la Libye devient en 1912 une colonie italienne. En 1934, 3 régions qui sont historiquement très différentes sont alors réunies. La Tripolitaine, au nord-ouest, qui a toujours été rattachée à l'ère d'influence du Maghreb, tandis que la Cyrénaïque, à l'est, fut à partir de la conquête arabe du 7e siècle dans la mouvance de l'Égypte, et enfin la région du Fezzan, au sud-ouest. En 1951, la Libye devient la première colonie d'Afrique à accéder à l'indépendance à Benghazi, capitale du royaume d'Idriss Ier. La Libye est alors un pays pauvre d'1 million d'habitants, et c'est après la découverte des premiers gisements de pétrole en 1958-59 que la Libye va acquérir son indépendance économique. Et puis arrive 1969, date clé de cette histoire. C'est à Tripoli qu'un coup d'État militaire porte au pouvoir le colonel Mouammar Kadhafi. Il met fin à la monarchie et instaure la République arabe libyenne, une république arabe et socialiste sur le modèle de l'Égypte de Nasser. Kadhafi se veut aussi le champion de l'unité arabe et de l'anti-impérialisme. Grâce à ses revenus pétroliers, il finance nombre de mouvements indépendantistes réputés anti-impérialistes, le mouvement palestinien, le mouvement des indépendantistes basques, le TA, et celui des indépendantistes irlandais, l'IRA, voire des organisations et des attentats terroristes, comme l'attentat du vol de la Paname au-dessus de la ville de Lockerbie, en Écosse, en 1988. Cette radicalisation va l'isoler peu à peu sur la scène internationale. En 1992, l'ONU décide un embargo aérien et militaire sur la Libye. Et puis surviennent les printemps arabes, qui vont faire ressurgir les divisions d'un pays qui ne tenait en réalité que par le pouvoir du colonel Kadhafi. Les manifestations contre le régime libyen vont débuter le 15 février 2011 à Benghazi, capitale de la Cyrénaïque. Va s'enchaîner une journée de colère, mouvement de protestation organisé dans plusieurs villes, réclamant le départ de Kadhafi.
Un Conseil national de transition est alors créé, reconnu dès lors par de nombreux pays comme le représentant légitime du peuple libyen. Rapidement, la Cyrénaïque insurgée échappe au contrôle de Kadhafi, tandis que les manifestations sont plus modérées en Tripolitaine. Kadhafi lance alors la grande contre-offensive en Cyrénaïque, c'est elle qui va conduire à la guerre civile. Un embrasement qui pousse notamment la France et le Royaume-Uni à intervenir, avec l'aval de l'ONU pour apporter leur soutien aux insurgés. Cette coalition, dirigée par les États-Unis, organise des bombardements aériens à partir du 19 mars 2011, dans le but d'imposer une zone d'exclusion aérienne et de faire respecter l'embargo sur les armes et protéger les populations civiles. Le 31 mars, l'OTAN prend en charge la totalité du commandement militaire de l'opération, permettant la consolidation de la rébellion en Cyrénaïque, puis à l'automne, la prise de contrôle de la majeure partie du territoire par le Conseil national de transition. Se pose alors la question de la non-ingérence, puisque le 20 octobre, Kadhafi est tué à Sirte par des insurgés suite au bombardement de son convoi par l'OTAN. Après la chute du régime de Kadhafi, les premières élections démocratiques depuis l'indépendance vont se tenir en juillet 2012, mais les blocages politiques et les milices armées vont conduire à l'effondrement de l'État libyen. Le pays renoue alors avec ses divisions territoriales, mais aussi des divisions entre islamistes et laïcs, entre nouvelles et anciennes élites, faisant capoter les tentatives d'accord politique, comme celui de Shkirat en 2015. Alors voilà ce que l'on peut dire de la situation début 2018. Schématiquement, on a d'un côté la Tripolitaine, contrôlée par le gouvernement d'union nationale du Premier ministre Fayez Sarraj, soutenue militairement par les milices islamistes de Misrata, ce que l'on appelle le pouvoir de Tripoli. De l'autre, on a la Cyrénaïque, contrôlée par le maréchal Haftar, chef autoproclamé de l'armée nationale libyenne, à la tête d'une coalition qui réunit anti-islamistes, réseaux tribaux et ex-cadres du régime Kadhafi, ce que l'on appelle le pouvoir de Tobrouk. Ces deux régions reçoivent des soutiens extérieurs. Pour la Tripolitaine, le soutien du Qatar et de la Turquie. Pour la Cyrénaïque, le soutien de l'Égypte et des Émirats arabes unis. À cela s'ajoute la présence des milices liées à Al-Qaïda et celle de Daesh dans la région de Sirte. En clair, la Libye retrouve là exactement la même fracture entre les deux régions que celle qui existait avant le coup d'État de Kadhafi. Aujourd'hui, sur le terrain, l'avantage est au maréchal Haftar, depuis que ses forces ont repris le croissant pétrolier et surtout depuis qu'il a libéré Benghazi des organisations djihadistes, notamment l'État islamique qui avait pris pied en Libye, au moment où l'État se scindait entre Tobrouk et Tripoli. Sauf que depuis la fin de l'été 2017, l'État islamique a repris sa position dans la région de Sirte. Et on redoute qu'après ses défaites en Irak et en Syrie, Daesh fasse son comeback en Libye. Par ailleurs, l'instabilité en Libye a contribué à l'implantation de milices mafieuses qui font du trafic d'êtres humains. Sous Kadhafi, le pouvoir corrompu percevait sa part sur le trafic des êtres humains et les flux migratoires depuis l'Afrique subsaharienne lui permettaient de faire du chantage avec l'Italie. L'actualité récente a montré que ces pratiques n'avaient pas disparu. Par ailleurs, la Libye joue un rôle clé dans la crise des migrants. Elle continue de servir de hub migratoire vers l'Europe pour ces migrants originaires d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, à cause de sa proximité avec le sud de l'Europe et surtout à cause de la faiblesse des contrôles aux frontières. Cette route de la Méditerranée centrale s'est encore renforcée depuis le printemps 2016, suite à la fermeture de la route des Balkans et l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. La Libye est ainsi devenue le principal point de passage vers l'Italie, non seulement pour les migrants africains, mais aussi pour ceux originaires du Moyen-Orient. Les chiffres sont là pour le montrer. En 2016, sur les 360 000 migrants arrivés en Europe par la Méditerranée, la moitié est passée par la route de Méditerranée centrale. Et en 2017, ce sont presque les 3/4 des migrants qui ont transité par cette même route. Une route longue de 300 km entre les côtes libyennes et le canal de Sicile, c'est aussi la route migratoire vers l'Europe la plus mortelle au monde, avec plus de 14 500 morts enregistrés dans cette zone entre janvier 2014 et juillet 2017.
Début 2018, la Libye reste engluée dans une interminable crise de transition. Instabilité politique, terrorisme, trafic d'êtres humains et crise migratoire, et ce, en dépit de l'activisme d'un homme, Hassan Salamé, envoyé spécial de l'ONU, nommé en août 2017. Le politologue libanais, ancien ministre, a un plan en 3 axes pour la Libye. Un gouvernement de transition, une constitution, puis des élections en juillet 2018. Mais Hassan Salamé sait aussi qu'en cas d'éventuel coup de force, faute d'armée, il ne pourra rien faire. Pour certains Libyens, l'anarchie actuelle de la Libye donne raison post-mortem à Kadhafi. N'avait-il pas prévenu de son vivant que la Libye, après lui, serait à feu et à sang ? Mais pour ceux qui ne partagent pas cet avis, la situation actuelle est bien au contraire la conséquence logique de 42 années de dictature et peut-être aussi la conséquence d'une intervention internationale mal maîtrisée. Pour aller plus loin, fallait-il tuer Kadhafi de Jean Ping chez Michalon, pour qui la fin du leader libyen a déstabilisé l'ensemble du monde sahélien? Et comme une réponse, cet ouvrage de Jean-Pierre Filiou, Généraux, gangsters et djihadistes, démonstration que les dictatures militaires ne constituent pas des remparts contre le djihadisme. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.